Bonsoir à tous et toutes et bienvenue pour cette soirée avec Giuliano da Empoli et Olivier Assayas. Alors, à l'occasion de la sortie du film Le Mage du Kremlin, qui sortira en Suisse et en France d'ailleurs le 21 janvier, et dont nous avons eu la chance d'avoir une avant-première hier à Lausanne, au Cinéma Pathé. Et c'est l'occasion aussi de dire que cette rencontre se fait sous la volonté conjointe du Cinéma Pathé, des rencontres du 7e art de Lausanne et bien sûr de la Fondation Michalski qui nous accueille aujourd'hui. Alors il va être question principalement beaucoup d'adaptations littéraires. Peut-être je vous présente un petit peu rapidement, puisque je crois que vous êtes tous les deux assez connus et que si vous êtes là, vous, public, c'est sans doute parce que vous savez ce que vous avez qui vous avez envie de rencontrer. Giuliano da Empoli est surtout connu pour, au départ, des essais assez importants sur, pour le dire très vite, l'état du monde, dont notamment Les ingénieurs du chaos, qui était un livre d'analyse de la vie contemporaine et technologique qui a fait date à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et puis qui s'est essayé, si j'ose dire, au roman, puisque je crois avoir entendu plusieurs fois que vous vous qualifiez vous-même de primo-romancier, avec Le Mage du Kremlin. On aura l'occasion de parler peut-être de ce glissement de l'essai vers le roman. Quant à Olivier Assayas, il n'est pas primo-cinéaste, il est plutôt multirécidiviste, puisque son premier film date de 1986, avant quoi il était déjà dans le cinéma comme scénariste et comme critique, au Cahiers du cinéma notamment. Et depuis lors, il a pu quand même nous proposer une vingtaine de films. J'ai compté comme ça, mais c'est approximatif, parce qu'il y a sans doute des collaborations, des choses que j'ai ratées, mais qu'il semblerait que Le Mage du Kremlin soit le 20e long métrage que vous avez réalisé. Voilà. Alors, je retrouve mes petites notes. Moi-même, j'étais à la projection hier, et il se trouve que vous étiez tout seul, Olivier Assayas. Or, il n'a été question, pendant toute la discussion qui a suivi le film, que finalement de l'adaptation. C'est-à-dire que, étrangement, si je puis dire, un peu comme si vous étiez emparé d'un grand classique de littérature, toutes les questions ont reposé sur quelle relation entre l'objet livre et l'objet film. Et vous-même, vous vous prêtiez volontiers à ça. J'imagine que... Alors, deux raisons sans doute à ça, enfin, je pense. Le succès du livre. Comme vous le savez, c'est un livre qui... Alors, moi, je n'ai que les chiffres français, qui s'est vendu en France à peu près à 400 000 exemplaires, sauf erreur, peut-être plus aujourd'hui. Un peu plus. Je suis vexant en plus. Bon, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Enfin, cela dit, je pourrais souhaiter, Olivier Assayas, d'avoir 400 000 spectateurs en France, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 400 000 spectateurs au cinéma, c'est déjà beaucoup. C'est peut-être insuffisant pour rentabiliser le film, donc je peux vous souhaiter beaucoup plus, évidemment. Ça va? Ah oui, pardon, alors j'aurais peut-être pas eu... Et la deuxième raison, je pense, de cette présence du livre à côté du film, c'est sans doute la matière qu'il brasse, à savoir une matière qui nous intéresse tous aujourd'hui et qui se résume dans une phrase pas facile à faire peut-être, mais enfin autour de la question de qu'est-ce que la Russie aujourd'hui ou qu'est-ce que de l'ascension de Poutine et autour de ça, de ce personnage bien sûr de Vladimir Baranov. Alors, je voudrais commencer quand même par poser les choses du côté des tenants et non des aboutissants, donc du côté du livre, et poser une première question peut-être à Giuliano da Empoli. Il me semble que cette réalité très, très complexe, très lourde, et que vous traitez comme une longue fresque sur une presque trentaine d'années, enfin j'exagère un petit peu, mais le livre commence au début des années 90 et va jusqu'à 2015 à peu près. Donc la question, qui est aussi une question qui va avec celle de ce passage de l'essai vers le roman, qui est quel degré d'adaptation vous avez proposé de cette réalité, comment vous avez travaillé, et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers le roman plutôt que l'essai pour proposer ce Mage du Kremlin? Oui, alors j'espère que vous m'entendez, hein, parce que le microphone est tombé, je l'ai replacé moi-même, mais c'est quelque chose qu'il faut en général pas faire. Merci d'être là.
vous avez bravé les éléments. Hein, vous avez vu, vous deviez vous y attendre, hein, vu que c'est le lancement du match du Kremlin. Hein, c'est une très très grosse production. Hein, donc on a beaucoup de moyens. Et donc, écoutez, alors le basculement, vous savez, pour moi, ça s'est fait de façon assez naturelle, c'est-à-dire que effectivement, j'ai un peu préparé le livre comme s'il s'agissait d'en faire un essai. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, de voyages, de rencontres, discussions, évidemment de lectures. Et ensuite, j'ai basculé dans la fiction, non pas pour m'éloigner de la réalité, je pense, mais pour m'en rapprocher. C'est-à-dire que quand vous faites un essai, il y a une frontière que vous ne pouvez pas dépasser forcément. Hein. Et là, d'ailleurs, il y a un sociologue américain qui s'appelle Howard Becker qui dit que, de façon très intéressante, je trouve, qui dit qu'en réalité, on essaye tous de s'approcher de la réalité et de la décrire. Et chacun le fait avec ses moyens. Non, et donc, lui, il brasse ça très large, c'est-à-dire il inclut la science dans cette description de la réalité. Il y met la science, les arts, les différents arts, la littérature, les sciences sociales, les recherches, etc. Et pour moi, en réalité, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai senti que si je voulais décrire cette réalité russe, cette relation entre ce conseiller et ce leader politique, ce couple fondateur qui est un peu, voilà, d'ailleurs, qui est bien représenté sur l'affiche du film, et qui est un couple aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve central dans la vie du monde, hein, parce que vraiment ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout, c'est ce couple qui se forme entre quelque chose de très ancien, un leadership archaïque, hein, au fond une conception du pouvoir presque ancestrale comme celle que peut avoir Poutine, mais aujourd'hui il y a d'autres leaders qui sont comme ça, qui sont sur la scène, hein, qui nous reportent en arrière par rapport à ce qu'on a connu au cours des dernières décennies. Et puis tout le théâtre postmoderne incarné par ce spin doctor, voilà, qui construit autour de cette vieille conception du pouvoir quelque chose de très contemporain. Et donc là, l'essai, franchement, je pense qu'il, du moins pour moi, il trouvait sa limite. J'avais envie d'entrer dans la tête de ces personnages, d'entraîner, si possible, mes lecteurs avec moi. Il y a des choses que la fiction peut faire, et vous êtes bien placé pour le savoir, que l'essai ne peut pas. Donc c'est ça. Est-ce que c'était aussi une manière, puisque j'ai oublié de le dire en vous présentant, vous avez été, je crois que je peux en parler au passé, conseiller politique, notamment pour Matteo Renzi en Italie. Eh bien, est-ce que c'était une manière de glisser votre propre expérience à l'intérieur de cette chose-là, d'où le choix de la fiction, c'est-à-dire non pas seulement Baranov Poutine, enfin qui en l'occurrence le personnage véritable dont est inspiré Baranov s'appelle Surkov, peut-être c'est un nom qui reviendra. Mais donc vous n'avez pas cherché la véracité propre de ce côté-là par rapport à Surkov, si j'ai bien compris, mais plutôt peut-être une fusion aussi et faire passer votre propre personne du côté du personnage. Un peu, oui, c'est l'avantage en effet. Quand vous écrivez un essai, au fond, c'est plutôt la partie rationnelle de votre cerveau que vous utilisez, vos connaissances, vos études pour l'écrire. Et votre lecteur, d'ailleurs, va plus ou moins vous évaluer avec voilà, la partie, je ne me souviens jamais si c'est la gauche ou la droite du cerveau qui est la partie rationnelle, mais en tout cas, celle-là. Et alors que quand vous basculez dans la fiction, vous avez la possibilité d'y porter vos émotions, votre expérience. Dans mon cas, c'est vrai que j'avais cette expérience longue de conseil politique. J'avais cette idée un peu de comment, c'est
plus que cette idée, cette expérience, disons, de comment se forme cette relation entre un conseiller et un leader. Je pense qu'il y a des choses qui sont d'ailleurs de ce point de vue-là, et même certaines dynamiques du pouvoir qui sont au fond qu'on retrouve un peu sous toutes les latitudes. Voilà. Après, c'est un peu les limites qui changent, mais disons les dynamiques sont les mêmes. Et donc oui, en effet, c'était un moyen aussi de faire ça. Et en plus, en masquant beaucoup, et ce qui est amusant, c'est que plus on s'éloigne, mais on en parlera justement, et puis à la fin, ces masques, ça devient des acteurs mondialement connus, mais évidemment, au départ, c'est quelque chose d'assez, au fond, d'assez intime. C'est intime, oui, bien sûr. Alors, pour faire ce livre, que je me suis permis de passer outre une présentation du livre en tant que livre, à savoir, en effet, cette relation, vous venez de le dire, entre ce conseiller, cet homme de l'ombre, et Vladimir Poutine. Et le livre est construit sur alors, une narration à la première personne par ce même Baranov, qui finalement va conter à un journaliste qui débarque chez lui son histoire, et par là l'histoire des 30 années qu'on évoquait tout à l'heure, donc de la Russie. Ce récit cadre qui théâtralise un petit peu la situation, vous avez choisi, Olivier Assayas, de le conserver. Et on peut dire que si le livre est un long monologue, le film choisit de nous faire entrer avec ce fameux journaliste dans la maison de Baranov. Il faut dire que Baranov parle après les faits, c'est-à-dire une fois qu'il s'est entièrement retiré de la vie politique. Et en fait, c'est une longue confidence, un long aveu qu'il va faire au journaliste qui est là. Ce journaliste qui l'accompagne, vous l'avez un petit peu développé d'ailleurs, c'est-à-dire que dans le film, ce récit cadre qui va permettre cette parole va revenir régulièrement, et on va se souvenir sans cesse de ce Baranov en tant que personne qui a changé de vie, si je puis dire. Et c'est une des marques principales du film, c'est finalement d'avoir choisi la même forme que le livre, ce qui n'est pas automatique quand on fait une adaptation de romanesque. Donc, est-ce que, ne serait-ce que là-dessus, sur ce départ-là, est-ce que vous auriez quelque chose disons que il faut relativiser ce que je vais dire, parce qu'au fond, ma lecture du mage du Kremlin remonte déjà un certain temps. Et j'ai travaillé dessus, réfléchi dessus, vécu avec, etc. Donc au fond, je ne sais plus très bien, ou en tout cas je ne suis plus tellement expert de savoir où passent les frontières, c'est-à-dire qu'est-ce qui appartient à la structure originale de Giuliano, qu'est-ce qui relève du travail que j'ai fait avec Emmanuel Carrère, et qu'est-ce qui par la suite relève de la façon dont on a agencé certaines choses de façon différente au montage du film. Disons que moi, je voyais les choses un peu différemment. C'est-à-dire que il y a deux éléments qui me semblaient importants, enfin en tout cas c'était le premier, c'est il me semblait, en tout cas, que la place du narrateur était encore un peu était forte, mais au cinéma, un tout petit peu. Enfin, le cinéma exigeait un tout petit peu plus de présence et d'incarnation, d'autant plus qu'on faisait le film, qu'on a écrit l'adaptation avec Emmanuel Carrère, dans un monde qui avait quand même changé, c'est-à-dire que Giuliano a écrit avant l'invasion de l'Ukraine. Le récit s'arrête au moment de la première guerre de Crimée, et donc avec l'occupation de l'annexion de la Crimée. Et nous, on écrivait après l'offensive russe contre l'Ukraine. Donc, il fallait peut-être, dans ce monde transformé, puisque on avait basculé entre-temps dans la guerre, ce qui n'est pas une
petite chose. Il me semblait qu'il fallait être un petit peu plus dur avec le personnage de Baranov. Je ne sais pas si Giuliano est d'accord avec ça. Et lui donner des interlocuteurs à sa hauteur. C'est-à-dire qu'au fond, la narration de Baranov, qui décrit sa vie, son travail et l'évolution de sa relation avec le pouvoir, est interrogée par le narrateur, plus dans la version, dans le film, que dans le livre. Et de la même manière, on a transformé le personnage de Xenia, ça je sais que ça embête plus Giuliano. Oui, enfin, je veux dire. Peut-être alors le personnage de Xenia, qui est donc un personnage qui accompagne Baranov pendant toute sa vie, et qui, juste pour... C'est au départ un personnage de fiction, Xenia ? Ah oui, totalement, évidemment. Oui, c'est la part fictionnelle de fiction, bien sûr. Et après, non, mais il ne disait pas ça pour des raisons personnelles, je pense, c'était juste une question. Et vous n'êtes pas d'accord sur le traitement de Xenia, c'est ça ? Ah non, tu lances non, mais je voulais dire ça dans le sens où on a développé le personnage de Xenia, qui est plus présent et plus important d'une certaine façon dans le film, parce que aussi elle nous permet d'interroger Baranov sur ses activités et sur les conséquences de ses activités d'une façon plus radicale que ne le fait Giuliano, qui ne se sert pas de ce personnage-là sur ce registre-là, si je ne me trompe pas. Oui, non, mais franchement, je suis d'accord. C'est-à-dire, d'ailleurs, on a discuté un peu pendant le parcours du film. C'est-à-dire, on ne pouvait pas traiter Baranov de la même façon après l'invasion de l'Ukraine qu'avant. C'est-à-dire que moi, au fond, en fait, ce n'est pas un personnage gentil, hein, ce n'est pas un personnage positif du tout dans le roman. Donc, dès le roman, je pense qu'il y a quelque chose, enfin, les frontières sont assez posées de façon assez claire par rapport à Poutine et par rapport à Baranov. Mais ce qui est vrai, c'est que il était un peu moins... il n'était pas contesté dans le livre, il pouvait développer, disons, ses arguments, parce que c'est ce que j'avais envie de montrer, effectivement, sans opposition. Enfin, Et là, D'ailleurs, c'est drôle, parce que d'un point de vue purement narratif, cette histoire de narrateur, pour des raisons pas du tout politiques et pas du tout de contenu, mais c'est une, je pense, des seules remarques que m'a fait Gallimard quand ils ont lu le livre la première fois. C'est-à-dire, mon éditrice, très très bonne, m'a dit, elle a pris le livre tel que je le lui ai présenté, mais une des deux remarques, et j'ai oublié l'autre, donc c'est tant mieux, c'était justement, elle m'a dit, mais ce narrateur, on le voit au début, et puis il disparaît, on ne le voit plus, il faudrait peut-être qu'il revienne. Hein. Elle ne disait pas ça pour contester Baranov, elle disait ça pour l'équilibre du livre. Et moi, je n'ai pas voulu, hein, parce que moi, j'avais envie de le voir au début, à la fin, et je n'avais pas envie qu'il me casse les pieds au milieu et donc, je n'ai pas fait. Mais même, disons, en termes purement de narration et d'homme, le choix d'Olivier, de ce point de vue-là, me convient. Et le rôle de Xenia, moi je suis d'accord, vu qu'on en parle, je suis tout à fait d'accord sur le traitement, là aussi, de Xenia comme cette figure un peu qui, de l'extérieur de tout ce monde-là, au fond, vient un peu interroger
Baranov est donc le personnage principal, le déstabiliser, le mettre face à un certain nombre de choix ou de contradictions. Non, moi, tu sais que j'avais une réserve sur l'entrée en scène de Xenia, mais au-delà de ça, je suis par contre plutôt convaincu par tout ce développement-là aussi. Parce que si on reste sur cette question, en effet, du rapport qu'on entretient nos lecteurs avec, donc, ne pas confondre le narrateur contre celui qu'on appelle le narrateur, en fait, c'est plutôt le journaliste qui rentre dans la maison, mais qui ensuite va laisser parler Baranov, au point que Baranov devient le narrateur, donc pour pas qu'on s'y perde. Mais ce personnage de Baranov, il est vrai que je pense que vous avez posé quelques garde-fous de distanciation, Olivier, dans votre film par rapport au livre. C'est une remarque très intime, très personnelle que je me permets de faire, une lecture que j'ai faite du livre, mais un des ébranlements que m'a produit le livre, c'est votre capacité à ventriloquer le discours russe. Et quand je dis ébranlé, c'est que en fait, tout d'un coup, je me suis identifié à certaines positions, disons, non atlantistes, qui étaient notamment les humiliations. Vous parlez beaucoup de la façon dont la Russie se sent comme humiliée par les États-Unis, par la CIA, etc. Ce rapport qui ensuite va devenir, on le comprend à travers Poutine, paranoïaque, ou en tout cas va servir autre chose. Mais au départ, il y a plein de moments dans le livre, et on les sent moins dans le film, du fait peut-être de ce rapport à la temporalité historique. Mais est-ce que ça fait partie des choses que vous cherchiez à faire, c'est-à-dire à laisser cette part un peu déstabilisante presque pour nous autres. Non, c'est-à-dire, mais ça c'est peut-être un peu ma façon d'affronter les choses. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je fais un peu aussi dans mes essais. C'est-à-dire, mon idée, c'est que si vous avez en face de vous quelque chose. Vous imaginez bien que pour moi, la Russie de Poutine, étant un Européen très très convaincu, et c'est quand même un ennemi, enfin, ou en tout cas. Mais je pense que quand vous avez un ennemi ou un adversaire, et ça c'était le cas justement même avant l'invasion complète, enfin la tentative d'invasion complète de l'Ukraine, je pense que vous avez deux choix. Ça vaut un peu pour les essais, pour la politique, pour les intellectuels, etc. C'est-à-dire soit vous dites c'est un fou, c'est un méchant, c'est un con, voilà. Enfin, soit vous êtes dans une forme d'indignation qui est légitime, parce que d'ailleurs on peut être dans l'indignation. Aujourd'hui, il y a 1000 raisons face à lui et face à d'autres d'être dans l'indignation. Mais ça sert pas vraiment à grand-chose, c'est-à-dire que voilà, vous avez les vôtres qui vont vous dire « Ah, tu as raison, c'est très bien », les autres vont continuer à penser que vous avez tort. Et moi, je trouve toujours plus intéressant d'aller voir comment ça marche. C'est-à-dire d'essayer, je pense, c'est un peu mon travail d'essayiste, et c'est, je pense, sûrement un travail de romancier, celui d'essayer de se mettre dans la tête de quelqu'un et de démonter une mécanique et de voir comment ça marche, mais en lui prêtant beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire pas en faisant le cliché d'un méchant, d'un idiot, mais en essayant, et tout le pari du livre, c'était un peu d'essayer de voir comment quelqu'un comme Baranov, qui était au fond un personnage normal, pas un fou, pas un fasciste, pas un idéologue, quelle était la mécanique qui pouvait conduire un personnage de ce type, d'ailleurs de culture occidentale, avec des goûts comme ça, européens, etc. Quelle était la mécanique qui faisait que ce personnage-là, de son point de départ, arrivait au point d'arrivée, c'est-à-dire quelqu'un qui a contribué à édifier un système autoritaire qui est banni de l'Europe, qui en réalité a réalisé, qui a voulu s'opposer au destin de son père, qu'Olivier a gardé dans le film d'ailleurs. Il a tué le grand-père.
le grand-père avait survécu au stalinisme, mais il n'a pas survécu au traitement d'Olivier Assayas, et donc il n'est pas présent dans le film, mais c'est vrai qu'il fallait faire des choix, hein, et donc, mais il a gardé le père, et moi, là, ce qui était important dans le livre, c'était la trajectoire de ce fils, qui était le fils d'un apparatchik communiste, qu'il méprisait parce que c'était un apparatchik soviétique, et qui voulait donc suivre une trajectoire différente, et qui finit en réalité par suivre la même. Ouais. C'est-à-dire qu'il finit en réalité lui aussi dans une situation différente, avec des instruments différents, mais par participer à l'édification d'un système autoritaire, au fond, voilà, qui se rattache à cette tradition-là. Et ça, pour moi, c'était important d'essayer de le montrer. Mais encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs aussi peut-être un peu pour une question enfin, le cinéma a des contraintes différentes par rapport à celle d'un livre. Je suis d'accord, et on en a discuté avec Olivier, sur le fait que dans le film, il fallait qu'il y ait, de ce point de vue-là, moins d'ambiguïté, enfin que ce soit moins ambigu, hein, qu'il n'y en ait pas, si possible, d'ambiguïté. Ouais. Ouais. Alors il y a une autre chose qui fait vraiment... Juste pour répondre sur la question, parce que parce que il y a une question à laquelle il fallait répondre, ou en tout cas qui appartient à la dramaturgie du film, c'est la question justement de qu'est-ce qui meut Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il définit, qu'est-ce qui le fait agir. Et je crois qu'on n'a pas, contrairement à ce que vous dites, je crois qu'on n'a pas du tout gommé cette question de l'humiliation qui est assez présente quand même dans le film et qui revient de façon lancinante, aussi parce que la compréhension du personnage de Poutine, après ça évolue, après ça change, hein, on est au début de l'histoire, etc. Mais cette question-là, on l'a toujours considérée comme essentielle dans l'adaptation. Oui, mais elle est là à plusieurs reprises, et en effet, on l'entend. Hein, c'est peut-être parce que le livre prend le temps de le développer par endroits, ou que, aussi, comme j'ai commencé par le livre, forcément, j'avais ce film. Et évidemment, après, justement, sur ce personnage de Poutine qu'incarne Jude Law, alors on pourrait d'abord vous demander ce choix de Jude Law, ressemblance physique ou choix d'acteur. Mais ce personnage est très évolutif au fil du livre, et il me semble qu'on entend du film, pardon, et on entend très bien le fait qu'au départ, ce n'est pas celui qu'il va devenir, en fait. Ce qui est le même cas dans le livre, mais je veux dire là-dessus, j'ai l'impression que... Oui, on est fidèle, oui. Non seulement fidèle, mais qu'il y a quelque chose de l'incarnation de Poutine, comme elle passe par l'image et non pas par la voix d'un narrateur, qui m'a semblé encore plus ancré. Alors peut-être encore parce que Jude Law a un charisme fou, etc. Donc j'ai eu l'impression que la présence de Poutine dans le film était plus importante et que son parcours psychologique était peut-être plus évolutif que celui de Baranov, parce que Baranov parle depuis un endroit désabusé, fatalisé, si je puis dire, celui du tragique, au fond, où le fatum est passé sur lui. Donc au fond, sa position, elle est toujours la même. Il se revoit dans des situations différentes, et puis il est beaucoup plus énigmatique que Poutine, finalement, Baranov. Alors, juste sur peut-être ce choix de Jude Law et de Paul Dano, on pourra y revenir pour le rôle de Baranov. Oui, alors, bon... J'ai envie quand même de commencer par la réponse la plus primaire. Pour faire ce film, qui est un film ambitieux, cher, qui brasse toute une époque, un nombre extravagant de décors, etc. Il y avait besoin, le choix d'acteurs est relativement restreint, c'est-à-dire qu'on a besoin, avant même de poser la question de savoir, de répondre à la question de savoir pourquoi j'ai choisi Jude Law, il faut commencer par expliquer pourquoi il y a besoin d'aller chercher Jude Law et pourquoi ça a été crucial d'une certaine façon
proposer à Jude Law de participer au film et qu'il accepte de le faire. Parce que, disons qu'aujourd'hui, là, on fait un film qui, d'après un roman qui a été un très grand succès, mais est-ce que la question de savoir si ce succès peut se traduire en entrée dans une salle et dans une période, à une époque où c'est quasiment impossible de financer des films ambitieux qui ne s'adressent pas à un public adolescent mais à un public adulte et adulte averti même, etc. On est dépendant du soutien d'acteurs, de présence familière qui rassure le financement du film. C'est trivial, c'est secondaire, mais enfin, disons que si on n'en avait pas tenu compte, on ne serait pas là à parler du film. On parlerait d'un autre film, avec un autre cinéaste, et sans doute avec un autre romancier. Jude Law ne ressemble pas de façon flagrante à Vladimir Poutine. C'est donc à partir du moment où il fallait trouver un acteur de grande notoriété et un acteur qui ait la stature qui lui permet de représenter Vladimir Poutine dans sa complexité, dans ses différentes strates, à différentes époques, il y avait besoin d'un grand acteur. Parce que l'alternative aurait pu être de choisir un acteur moins connu ou pas connu du tout, qui serait une sorte de sosie, et on aborderait le problème par l'aspect, j'ai envie de dire, un peu anecdotique de la ressemblance. Par chance, il se trouve que je m'étais retrouvé dans un jury au Festival de Cannes avec Jude Law, avec qui j'avais plutôt sympathisé et avec qui était resté une relation, des liens, etc., du fait de l'amitié et des goûts partagés pour une forme de cinéma libre. Donc, quand la question s'est posée de savoir qui pouvait être à la fois l'acteur qui résoudrait notre problème de financement et qui simultanément pourrait porter le poids du film et celui de la représentation de Vladimir Poutine, le premier nom qui est sorti est évidemment Jude Law, qui a lu très vite, a donné son accord très vite et a fait un travail de documentation. Je crois qu'il a même appelé Giuliano, corrige-moi si je me trompe, oui. et à qui il a posé toutes les questions qui le tracassaient sur la personnalité, sur la façon d'aborder le personnage de Vladimir Poutine. Il a lu les livres qu'on lui a recommandé de lire, il a vu les documentaires qu'on lui recommandait de voir, et il est arrivé avec une proposition de Poutine qui n'était pas celle de la ressemblance, mais où d'une certaine façon il construisait de l'intérieur un Poutine qui serait le sien, mais qui serait porteur, où la question ne serait pas celle de la ressemblance, mais de trouver l'énergie juste. Et ça, il y a un moment dans le film qui est un moment littéralement documentaire, qui est le premier plan où apparaît Jude Law en Vladimir Poutine. On est avec nos personnages qui viennent le rencontrer à son bureau au FSB. La porte s'ouvre, ils entrent, il les reçoit, il les fait asseoir et il monologue pendant 2 minutes. Et ça, c'est le premier jour de tournage de Jude Law, la première scène avec Vladimir Poutine, et c'est la première prise. Donc et il n'y avait pas de répétition auparavant. Donc on voit littéralement dans le film Jude Law se métamorphoser en Vladimir Poutine. Et je dois dire que toute l'équipe qui était là et qui regardait est restée bouche bée. Parce que tout d'un coup, c'était pas Poutine, c'était pas ce qu'on avait imaginé, c'était pas ce que j'avais imaginé, c'était mieux.
C'était plus fort parce que c'était à la fois juste et en même temps ça donnait une forme d'universalité au récit. Qui est une dimension qui est quand même très importante, parce que quand je me souviens de la première fois, ou d'une des premières fois où on s'est parlé, où on a échangé avec Giuliano, je lui ai dit quelque chose, enfin quelques banalités, mais enfin en lui disant, bon, vous devez certainement très bien connaître la Russie, vous avez certainement même une taupe au Kremlin pour vous renseigner de façon aussi précise sur l'état de la Russie et vu de l'intérieur que propose le mage du Kremlin. Et là-dessus, Giuliano m'a beaucoup déçu en m'expliquant qu'en fait sa notoriété, sa connaissance de la Russie était relativement secondaire, et que la véritable question est celle du pouvoir, qu'il avait approché en étant le conseiller de Matteo Renzi, et que peut-être d'une certaine façon, enfin ce que j'ai compris entre les lignes, que d'une certaine façon c'est l'expérience, que le livre traite de la question du pouvoir, du rapport entre le conseiller et le prince, et que cette partie-là avait été plutôt inspirée par ton expérience auprès de Matteo Renzi. Oui. Enfin, pas que Renzi. Oui, bien sûr. En fait, non, parce que je ne voudrais pas qu'on ressorte de tout ça en disant que Poutine égale Renzi. Que le Poutine du livre est inspiré par Matteo Renzi, ce serait quand même problématique. Oui. Non, mais il t'inspirait par toi aussi. Non, mais il n'y a aucun doute. Enfin, et par contraste avec ce Vladimir Poutine, je pourrais en venir à peut-être l'acteur principal du film, qui est Paul Dano, qui est un choix cette fois moins pour des raisons industrielles qu'esthétiques. Non, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. C'est parce que Paul Dano était mon premier choix. Depuis le départ, j'étais convaincu qu'il y avait un acteur qui était capable de le faire, c'était lui, dans cette catégorie-là d'acteurs, de cette catégorie de notoriété-là. Mais par contre, c'est une conviction que j'avais du mal à transmettre aux financiers du film, à leur faire partager. Ils avaient de forts doutes. Donc c'est à partir du moment où les choses ont été conclues avec Jude Law qu'on a pu... qu'on m'a autorisé à proposer le scénario à Paul Dano, qui était mon premier choix. Pourquoi est-ce qu'il était mon premier choix ? Parce qu'il a une sorte, il a une forme, il a une étrangeté, il a une singularité où il y a quelque chose à la fois enfantin, bénéfique et maléfique à la fois, quelque chose de doux et d'effrayant. En tout cas, il ressemble à aucun autre acteur, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il avait l'épaisseur, la complexité, la richesse qui faisait que au-delà de son étrangeté, il y a quelque chose qu'on retrouve, il y a une forme de cérébralité, d'intelligence, analytique et cynique, à la fois, que je n'identifiais pas chez un autre acteur. Je la ressentais très bien en parlant avec Paul Dano, avec qui j'ai échangé plusieurs fois autour du personnage, qui contrairement à Jude Law, Paul Dano est quelqu'un qui a besoin d'être nourri. Il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui explique, etc. Donc c'est contrairement à Jude que j'étais heureux de laisser à lui-même, et parce que je savais que le travail était fait, et qu'il était fait de la façon qui lui convenait et dans laquelle il était à l'aise. Avec Paul, il y avait constamment une recherche, une réflexion, une interrogation de telle scène, de telle motivation, etc. Donc je l'ai quand même c'est quelqu'un que j'ai tout de même beaucoup accompagné. Alors, c'est vrai qu'en plus vous avez, je sais, finalement je ne le connais pas dans tant de films, Paul Dano, donc j'ai l'impression que vous l'avez quand même dirigé d'une manière très particulière. Alors, parmi vous, je ne sais pas qui était à Lausanne hier et donc a pu voir le film, ça fera partie des choses que vous découvrirez. C'est vrai qu'il y a une tonalité dans la diction de Paul Dano qui, encore une fois, se retrouve dans une position de voix off assez régulière dans le film, et en plus
comme il raconte son histoire, on le voit en vrai dans les scènes. Et dans les deux cas, il y a exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire ce mélange de cérébralité, de corps, de charisme, mais de charisme rentré, qui fait que, au fond, tout ce que vous venez de décrire là, c'est étrangement aussi quelque chose qui ressemble à la tonalité en littérature, si je puis dire, du narrateur, de Baranov lui-même, de son monologue. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez... Alors, je voulais juste me permettre un petit passage, puisqu'on parle aussi de la question de l'adaptation, en parlant de tout ça. Vous n'êtes pas, comme vous l'avez déjà dit, un spécialiste de l'adaptation. Vous avez fait beaucoup de scénarios que vous avez écrits vous-même, mais vous avez notamment adapté Les Destinées sentimentales de Jacques Chardon en 2000, qui a été pour vous un long et douloureux projet, si je me souviens bien. Et je vais juste vous lire un petit passage d'un texte qu'a écrit Assayas sur cette question de l'adaptation, et ensuite ça nous fera revenir à notre sujet. Je ne m'étais pas contenté de prendre chez Chardon ce que la convention dramaturgique appelle une bonne histoire, ou bien de bons personnages, pour exercer d'autre part ce qu'on appelle la liberté du cinéaste, et qu'en général la liberté de transposer un roman en des termes acceptables par les diffuseurs. J'avais cherché à m'approcher au plus près de l'esprit de l'œuvre, de ce qui figure entre les lignes, respectant les ellipses, les ambiguïtés, cette dramaturgie en creux où Chardon inscrit le trouble du passage du temps et le vertige de l'individu confronté à l'histoire et aux contradictions du contemporain. Juste sur cette... Alors, il y a deux choses. Il y a celle, d'abord, de votre façon de choisir, en adaptant un livre comme Le Mage du Kremlin, d'en respecter, si je puis dire, les lignes. J'ai parlé dès le début de la fidélité, mais on peut dire aussi que vous avez presque rien omis de l'ensemble des scènes qui ont lieu. Mais à ça, il faut ajouter, en effet, ces deux données qui sont des points communs au livre de Chardon et au livre de Giuliano, qui sont le passage du temps et la confrontation aux problèmes du contemporain. Est-ce que, de ce point de vue-là, je suis parti de Paul Dano pour vous poser cette question, parce qu'il me semble que le choix que vous avez fait de la façon de le traiter, de négocier entre son récit et puis chaque scène qu'on suit une par une de son histoire, qui, comme dans le livre, on glisse, mais je dirais que la voix littéraire, elle unifie naturellement, alors que le cinéma oblige sans cesse. Et là-dessus, il me semble que la voix de Paul Dano est très impressionnante. Est-ce que c'est un choix qui a à voir aussi, pour vous, avec la tonalité du livre ? Et après, peut-être faire réagir... disons que, d'abord, il y a une chose dont on parle peu, mais qui pour moi est capitale, c'est-à-dire que ce qui m'a séduit dans le livre, c'est évidemment les analyses et la pertinence et l'intelligence et la subtilité des analyses de Giuliano, mais c'est la première fois où je lisais un livre qui prenait en compte les modalités contemporaines de la politique, et surtout qui le faisait avec une écriture de cette qualité-là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce qu'il y a en commun entre Jacques Chardon et Giuliano da Empoli, qui par ailleurs sont très éloignés l'un de l'autre, etc. C'est la beauté de l'écriture, c'est le style. Et d'une certaine façon, il y a une forme. Donc, je crois que ce qui m'a convaincu le plus, c'est la qualité de la pensée et la qualité de l'écriture, la qualité du style. Je pense que je serais incapable d'adapter ou de transposer un livre dont je n'admirerais pas l'écriture. Et là, j'ai admiré très vite l'écriture de Giuliano, et qui est assez unique parmi les commentateurs politiques. Donc, quand j'ai adapté Chardon, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses. J'en ai oublié certaines depuis, mais enfin d'apprendre les Destinées sentimentales est un roman peu connu, qui est néanmoins admirable. Moi, j'ai la plus grande estime pour Jacques Chardon. Enfin, estime, c'est peut-être pas un mot juste pour quelqu'un qui était impliqué de façon assez déplaisante dans la collaboration, mais enfin, j'ai une grande admiration pour l'œuvre et l'écriture de Jacques Chardon, qui dans ce roman a fait
d'une certaine façon, un travail documentaire semblable à celui qu'a fait Giuliano autour du pouvoir russe et dans le match du Kremlin. C'est-à-dire que Chardon raconte l'histoire de sa famille. Il raconte son histoire à lui, enchâssée dans l'histoire de sa famille, qui se trouve être... d'une part les Haviland qui ont créé l'industrie de la porcelaine à Limoges, et de l'autre des négociants en cognac, Boutello, de Jarnac, qui aussi à l'époque où se situe le récit, c'est-à-dire au début du XXe siècle, leur industrie est transformée par la globalisation. Donc il y a un récit à la fois intime et en même temps personnel, et en même temps qui embrasse de façon très large le monde tel qu'il est en train de se transformer sous nos yeux, etc. Donc, quand vous parliez évidemment du fait que vous évoquiez, vous rappeliez que j'ai écrit la plupart de mes films parce que j'aime écrire et que c'est un des plaisirs que me donne le cinéma, c'est de pouvoir d'une part écrire et d'autre part transposer en vie aussi par la magie du cinéma ce que j'ai écrit. Pardon, j'ai perdu... Vous vouliez parler de l'adaptation des sentimentales, mais moi je voulais parler de la façon dont le passage du temps et le contemporain j'ai pas répondu sur le temps, mais sur la façon de tisser le temps dans le film, et après poser la même question peut-être à Giuliano. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais dire, c'est que il y a dans les deux romans une expérience du monde qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mes propres scénarios, je parle du monde tel que je l'observe, tel que je le connais, et je dis pas dans une zone de confort, mais je suis dans une zone où mon regard sur le contemporain vaut celui de n'importe qui, puisqu'il relève de mon expérience du monde tel que je le connais. Alors que si je veux sortir de ce que je connais, si je veux sortir de ma zone de confort et me confronter à des questions dont je ne suis pas, qui ne relèvent, que j'ignore, que je connais mal, que je comprends mal, comme par exemple avec Chardon le passé. Je veux dire, pour la première fois, à l'époque, je faisais un film d'époque, et j'essayais d'être le plus juste possible sur l'époque. Et pour être juste sur l'époque, j'avais besoin d'un témoin. Et ce témoin, auquel je faisais confiance entière, sinon j'aurais pas fait le film, c'était Jacques Chardon. De la même manière que j'ignore tout de la politique post-soviétique. Aujourd'hui, je connais mieux parce qu'évidemment, j'ai été obligé de me plonger dedans, etc. Mais pour pouvoir le faire, j'avais besoin de quelqu'un qui m'en donne les clés et qui m'apporte un témoignage dans lequel je peux avoir une entière confiance. Et ça, c'est ce que Giuliano, évidemment, m'apportait avec le match du Kremlin. J'aurais été incapable d'imaginer seul, de m'attaquer à un sujet aussi complexe, aussi riche et historiquement aussi important, si je ne bénéficiais pas de l'analyse et de la documentation qu'en fait Giuliano dans son livre. Et donc, c'est ce que je voulais dire sur la question de l'adaptation, sur le temps. Sur le temps, moi, d'une certaine façon, j'ai l'impression que le passage du temps est le seul sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse réellement. Donc, il se retrouve sous une forme ou une autre, ici ou là. Mais il y a quelque chose de cette question qui résonne qui est à travers une forme de mélancolie dans tout ce que j'ai fait, filmé ou écrit.
Alors c'est un mot important, je pense, parce que c'est un mot qui traverse aussi le livre. Alors je voulais peut-être, avant de vous passer la parole, faire raisonner sur cette question de la... J'insiste un petit peu là-dessus, mais ça me semble crucial, à la fois dans le film, mais aussi dans le livre, de la tonalité du narrateur. C'est quand même important, vous lancez, vous, Giuliano, une voix à la première personne, et cette voix nous donne une façon de tisser, de filer cette histoire à partir d'un endroit qui est celui dont on ne sait pas s'il est celui du regret, de la fatigue, de la mélancolie, justement, qui est un endroit très étrange. C'est pour ça que j'insistais aussi sur l'interprétation de Paul Dano, parce qu'il me semble que quelque chose qui s'est joué là, dans la façon d'écouter, d'entendre votre voix. Et c'était un peu la question, est-ce que vous l'avez cherché, cette voix? Est-ce qu'elle est venue naturellement? Est-ce que le point d'énonciation, qui est l'endroit, ce récit cadre dont vous parlez au début, est-ce qu'il vous a tout de suite lancé dans cette possibilité de tisser, n'oublions pas quand même, une grande fresque, mais une grande fresque qui, bizarrement, a quelque chose de l'intimité, dans la façon dont on pourrait avoir le sentiment que Baranov nous murmure à l'oreille, en quelque sorte. Est-ce que cette histoire de la fréquence de la voix est une chose qui a constitué une manière d'essayer d'écrire ce livre? Oui, ça s'est fait dans le cas de l'écriture du livre assez naturellement. C'est-à-dire, au départ, j'étais parti un peu sur autre chose, encore plus grand, d'absurde, hein, et dont le monologue russe, en réalité, ne constituait qu'une partie. Et ensuite, mais c'était un monologue différent, c'était un personnage différent qui le faisait, c'était un marchand d'armes, ce n'était pas un spin doctor politique, etc. Parce que le livre dans son ensemble aurait dû, par contre, voilà, avait une partie politique, enfin, bon, c'était une ambition démesurée, donc j'y suis pas arrivé, hein, j'ai un peu combattu avec ce matériel-là pendant un certain temps. Et puis j'ai vu que non, hein, que j'y serais pas arrivé. Et par contre, le monologue russe, je le sentais, j'avais la sensation que je pouvais l'écrire. Et donc, j'ai changé de personnage, hein, parce que j'avais besoin d'un personnage plus large et plus politique par rapport à ce que j'avais pensé au début, pour qu'il réussisse quand même à raconter toute une série de choses que j'avais envie de raconter. Mais à partir du moment où il était là, ça s'est fait de façon très naturelle. Et comme vous le dites, peut-être avec un peu cet élément d'intimité qui est lié au fait que, d'une certaine façon, même si le récit de Baranov, donc du personnage russe, se fait dans le livre et dans le film aussi par rapport à cet interlocuteur qui est le narrateur du livre ou le journaliste dans le film d'Olivier. En réalité, moi, le livre, je l'ai écrit pour ma fille. Et donc, en réalité, le Baranov, toute cette histoire-là, il est en train de la raconter à sa fille. Alors, ce n'est pas ce qui se passe dans le livre, mais c'est ce qui s'est passé en moi pendant que j'écrivais le livre. Et donc, il y avait peut-être ce que vous avez détecté, c'est-à-dire ce ton oui, intime. Après, en fait, et c'est là que la magie du film opère et que toute la magie de cette histoire, en réalité, ressort. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait plaisir, ce que disait Olivier, bon, toutes les choses très gentilles qu'il a dit ensuite, mais ce qu'il disait au départ, quand il disait j'arrive plus vraiment à distinguer ce qui était du livre original, ce qu'on a apporté ensuite, le scénario, et puis tout ce qui s'est passé après. Et moi, ça, franchement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux qui puisse se passer et ce dont je suis le plus content, parce que Olivier, en premier, puis Emmanuel, en écrivant le scénario, enfin, toutes les évolutions du livre, il s'est emparé de ça et il en a fait son œuvre, et en respectant, en effet
plus que la lettre et le texte, véritablement l'esprit du livre. Hein, et donc, en regardant le film, moi, je me reconnais, je reconnais mon livre. Et je trouve que c'est un film très beau aussi, par exemple. Il parlait du style, mais voilà. Et par contre, sa transposition, il est très très beau, le film, y compris dans des... Moi, je suis un Italien, donc je suis sensible. Je ne suis pas un cinéphile très raffiné, mais je suis sensible à ce qui est beau. Et y compris dans des scènes qui ne sont pas dans le livre. Par exemple, toute cette scène magnifique de la mise en scène théâtrale de l'œuvre Zamiatine, qui n'est pas dans le livre. Zamiatine est dans le livre, mais n'est pas développée de cette façon. C'est une scène qu'ils ont entièrement créée et qui est d'une force visuelle. Et en plus, c'est tellement cohérente avec l'idée du livre, justement, qui joue beaucoup sur la composante théâtrale de la politique, du pouvoir et tout. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans le film. Donc c'est assez magique de ce point de vue-là. Et le ton de Paul Dano, là aussi, c'est pas du tout... ce n'est pas mon ton, ce n'est pas le ton du narrateur du livre, ce n'est pas la façon dont moi... j'imagine ce personnage ou je l'ai imaginé, et pourtant, moi, j'adore. C'est-à-dire, je trouve que c'est encore autre chose. C'est donc la direction d'Olivier et le talent de Dano. Et ça donne quelque chose qui est glaçant, qui est encore une fois différent de la façon dont moi, j'imagine Baranov, mais qui est génial. Enfin, j'adore l'interprétation de Dano. Et c'est là que c'est que tout pour moi, moi j'ai un point de vue un peu subjectif, peut-être pas, je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler, mais de mon point de vue, je suis effectivement comblé. Mais moi, disons que cette question sur la question du temps, moi, je passais mon... Je réfléchis, enfin, j'écoutais, mais au fond, ce que j'avais à l'esprit enfin, ce que j'aimais dans l'écriture de Giuliano et dans la façon dont il raconte le temps présent et l'histoire avec un grand H présente, c'est une écriture où c'est ce que Proust disait de Chateaubriand, c'est-à-dire que régulièrement on entend le cri du hibou. Et je trouve qu'il y a ce ouh là, etc., qui est celui vraiment du passage du temps. Enfin, je trouvais ça, je reproduis très mal la citation de Proust, mais c'est à peu près ça qu'il disait. Alors, peut-être... On peut s'arrêter là, sur cette comparaison. Et vous ouvrir peut-être la parole si quelques-uns d'entre vous ont des questions. Donc, si j'ai bien compris, peu ont vu le film hier, hein, c'est ça? Mais c'est pas grave. Madame, peut-être voilà, attendez, monsieur là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour ce débat, cette discussion très intéressante. J'ai vu le film aussi hier soir. J'ai une question pour Giuliano. Peut-être que c'est connu des autres et je m'en excuse par avance. Est-ce que votre livre a circulé, a été lu en Russie? Et le cas échéant, quel accueil est-ce qu'il a reçu, selon les informations que vous avez? Et puis une information, un commentaire par rapport au film que j'ai vu hier soir, par rapport à Jude Law et toute la discussion qu'il y a eu. J'ai trouvé que grâce ou à cause de Jude Law, on a presque la sympathie pour Poutine par moment. Et ça personnellement, je me suis dit, mais mon Dieu, tu ne peux pas avoir de sympathie pour ce personnage. Surtout dans la comparaison avec Berezovsky, qui représente plus nos valeurs, disons, occidentales. Voilà, c'était juste une remarque qui n'a pas grande valeur, mais voilà, je voulais vous la faire. Alors, en ce qui concerne la traduction russe, il n'y en a pas d'officiel, hein, donc le livre n'est pas, comme vous l'imaginez peut-être, n'est pas publié en Russie. Que je sache, il y a eu une traduction pirate, disons, mauvaise, paraît-il, mais bon, qui a circulé.
un peu en Russie. Je n'ai pas énormément d'échos. Là, je viens d'être contacté par un éditeur dissident russe basé en Estonie, je crois, et qui voudrait sortir le livre en russe. Donc on est en train d'essayer de comprendre avec Gallimard si c'est un vrai dissident, exactement comment ça marche et tout. Parce que, bon, les Russes, c'est souvent compliqué. Mais s'il est ce qu'il dit, et on fera une traduction russe, parce que moi, j'aimerais bien que le livre soit en russe aussi. Votre question, je laisserai évidemment Olivier répondre sur Jude Law. Mais votre question sur Jude Law m'étonne un peu, parce que franchement, il n'est pas sympathique dans le film. Hein. C'est-à-dire, la critique qu'on a adressée, qu'on peut adresser, moi je trouve qu'elle est pas bonne et qu'elle n'est pas juste, mais on peut dire, vous représentez Poutine en homme fort, hein, avec voilà un peu et donc d'une certaine façon, vu que lui il aime se projeter en homme fort, vous le présentez en homme fort dans le livre et dans le film aussi, et donc vous tombez dans un travers. Je pense que c'est une mauvaise critique parce que ça n'a aucun sens de nier que Poutine soit un homme fort. Hein, c'est évidemment un homme fort. Après, sinon, d'ailleurs, il ne serait pas au pouvoir depuis un quart de siècle en Russie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est, par contre, aller derrière, démystifier, décortiquer, comprendre comment ça marche et tout ça. Mais cette critique-là, de le représenter en homme fort, moi, je l'ai eu parfois pour le livre, et je l'ai vu passer, et je m'attends qu'elle revienne pour le film aussi éventuellement. Mais sympathique. Par contre, c'est plus étonnant, mais je non, sais mais pas. ce que je comprends de ce que dit monsieur, c'est que bon, on suit quand même le fait qu'au départ, mais ça aussi dans le livre d'ailleurs, hein, mais que Poutine en 1999-2000, quand il est abordé par les oligarques, il n'a pas d'ambition de pouvoir, et au fond, il y a tout un premier temps où on a. Mais c'est pas vrai. Mais là aussi. Ah oui, mais c'est qu'on a l'impression. Oui, mais c'est ce qui, évidemment, mais c'est là que ça devient un peu compliqué. Et c'était vrai pour le livre, et Olivier a repris, à mon avis, a raison, la même chose dans le film. C'est-à-dire, Poutine est une bête de pouvoir. Hein, c'est pas quelqu'un qui se découvre progressivement comme bête de pouvoir. C'est une bête de pouvoir dès le départ, mais simplement, il est tellement bon, hein, qu'il dissimule. Et c'est là d'ailleurs que se produit l'erreur de casting originale. C'est-à-dire, c'est là qu'on va le chercher en pensant que ça va être un exécuteur tranquille. Et du coup, erreur de casting, justement, vu qu'on est dans un milieu de cinéma, le personnage qu'on choisit pour qu'il représente un système de pouvoir, mais de façon plus ou moins contrôlée, eh bien, il est plus fort que prévu. Mais lui se présente évidemment pendant cette phase-là en disant non, moi je suis mieux là où je suis. Il se peut d'ailleurs qu'il est lui-même, qu'il préfère en partie être le chef de l'ancien KGB plutôt que d'être. Mais c'est pas parce qu'il est gentil, hein, et c'est pas parce qu'il dit tout le temps la vérité. C'est que il y a une montée en puissance de quelque chose. Et donc, je pense que ce n'est pas tomber dans la propagande de montrer ce qu'effectivement lui a fait. C'est-à-dire, il a été... Ça, par contre, il y a des témoignages. C'est-à-dire, on va le voir et lui, il dit plus ou moins ce que je lui ai fait dire dans le livre et ce que Olivier lui a fait dire dans le film. C'est-à-dire, mais non, mais pourquoi moi, mais je suis bien où je suis. Ouais. Oui, parce qu'il y a deux choses. L'une étant qu'au fond, ça, je ne sais pas comment tu y réponds, mais tu dois certainement avoir une réponse, parce que ça n'a jamais été...
pour moi, au fond, ça n'a jamais été clair de savoir au juste si Poutine a été amené au pouvoir par une sorte de coup d'État du FSB, c'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui c'est établi que les attentats dits tchétchènes sont en réalité des attentats du FSB. Donc le FSB à un moment donné agit pour faire élire Vladimir Poutine. Donc quand le discours de Poutine qui dit mais pourquoi moi, pourquoi vous avez pensé à moi, etc. À ce stade-là, le complot, s'il y a complot, est déjà bien avancé. On peut pas l'affirmer qu'il y a complot, mais enfin il y a grave suspicion qu'il existe. Alors ça c'est un aspect des choses où on ne peut pas aller au bout de la réflexion parce qu'on n'a pas les éléments et qu'on ne peut travailler qu'avec des éléments indiscutables et précis et dès lors qu'il s'agit d'histoire contemporaine. Enfin au cinéma, je crois, pour moi c'est inimaginable parce que autant le romanesque existe dans les personnages, chez les personnages, autant les faits historiques doivent être justes. Enfin, en tout cas, et on ne peut pas s'appuyer sur des faits historiques qui seraient douteux ou fragiles, etc. Donc, aujourd'hui, il y a une zone d'ombre dans l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. On a pu en rendre compte que de façon fragmentaire et dans le film. Alors, et après, il y a une question cette question de la sympathie. Moi, elle me trouble toujours. Enfin, elle me trouble toujours. C'est-à-dire que il y a des moments où Giuliano fait parler Vladimir Poutine et comme il écrit très bien et que sa rhétorique est extrêmement percutante, on a envie de se dire tiens, mais en fait il n'a pas tort, il est en train de dire un truc qui n'est pas une absurdité, etc. Mais en réalité, si on comment dire, c'est très difficile. Il y a plusieurs éléments, mais je crois qu'au cinéma, comme dans n'importe quel art, c'est très difficile de représenter quelqu'un ou quelque chose en le désignant comme le mal. Enfin, en tout cas, moi, d'une certaine façon, on peut tout faire, tout dire et considérer ce qu'on veut, mais l'être humain est une énigme, est une profonde et dangereuse énigme. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est nier son humanité à son ennemi, au personnage. On peut l'insulter, on peut l'attaquer, on peut militer contre lui, on peut faire ce qu'on veut, mais si on veut avoir une chance de le comprendre pour le combattre, il faut déjà commencer par au moins lui reconnaître de l'humanité, parce que si on lui reconnaît de l'humanité, ça veut dire qu'en nous-mêmes, on a les outils qui nous permettent de le comprendre. Si on l'extrait de l'humanité, c'est une sorte de monstre, il est inaccessible, et je crois que d'une certaine façon, c'est l'image que voudrait donner de lui quelqu'un comme Vladimir Poutine et Joseph Staline avant lui. Alors, peut-être une autre question, madame, vous vouliez... Bonsoir, merci pour votre film que j'ai vu aussi hier, qui m'a beaucoup touchée et que j'ai adoré. J'aimerais bien lire votre livre une fois, mais enfin voilà, c'est pour le contexte. Je pense qu'ils l'ont à la sortie. Ah ouais, peut-être, Oui, j'espère. Oui, ma question, c'est sur une scène en début de film où on voit, j'ai plus le nom, Boronov, voilà, Baranov. Pardon ? Baranov, oui. Vous mettez des scènes intimes au début où il est avec sa compagne et puis il semble que tout va bien chez lui. Et puis, très vite, on voit que la compagne n'a plus d'amour pour lui et elle lui dit assez crûment que c'est fini, elle ne l'aime plus. Et puis, moi, j'ai ressenti que... Boronov, avant, il était, sur le fil entre le bien, le mal, le personnage qui aurait pu s'opposer à Poutine, mais qui était plutôt dans le pouvoir. Enfin, voilà, il était hésitant. Puis cette rupture-là, qui s'est fait quand même dans le calme, mais avec des mots très durs,
j'ai ressenti qu'il l'avait tellement intériorisé, il n'a rien dit, mais tout à coup, il a basculé dans le côté sombre et dans la défense du régime de Poutine. Est-ce que c'est une interprétation de ma part? Est-ce que c'était voulu? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Disons que c'est présent dans le livre de Giuliano. C'est en effet un virage qui est très important. C'est-à-dire on passe du jeune Baranov qui est attiré par une carrière artistique, qui est encore dans le mouvement de renouveau, de libération, qui est celui de ce moment un peu privilégié post-soviétique, et qui s'achève là. Il y a un moment de grâce où le théâtre d'avant-garde, la littérature, la pensée, l'art, etc., qui ont animé une génération, débouchent sur les années fric, les boîtes de nuit, et très vite la télévision, et très vite la télé-réalité, et très vite la politique. Et c'est quelque chose que ça, c'est présent de façon tout à fait littérale dans le livre de Giuliano, et moi je m'y identifiais dans le sens où c'est quelque chose qui relève aussi de l'histoire de la jeunesse occidentale de cette époque-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, après la période gauchiste, disons, jusqu'au milieu des années 70 ou quelque chose, où on avait vécu, ce qui ont été les années politiques, au sortir des années politiques, il y a eu une sorte d'exubérance, de créativité, d'invention, etc. Le punk rock, enfin ce que vous voudrez, l'art moderne, Jean-Michel Basquiat, enfin je sais pas, disons que ces années-là, il y a eu une sorte de foi dans le futur, dans le fait qu'on allait que le pire était derrière nous et que le monde était ouvert devant nous. Et rapidement, encore une fois, de la même manière en Russie, mais quelques années plus tôt en Europe, l'argent, la publicité, l'argent, le fric, et encore une fois, dérape progressivement dans un monde qui est régi par la télévision. La télévision représente, disons que l'équivalent serait les années Berlusconi en Italie. Et partant de la télévision et allant pas à pas, progressivement, vers l'application dans la politique des méthodes de la télévision et des méthodes de manipulation du public, des spectateurs. Alors je ne sais pas si ce que je raconte a un sens pour toi, mais je l'ai interprété comme ça. En tout cas, alors peut-être si on veut avoir le temps que Giuliano signe quelques livres au-dessus. On va s'en tenir là, parce que je pense qu'on a largement dépassé notre temps autorisé. Donc je vous invite à nous retrouver un peu plus haut. Et puis merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à la Fondation. Merci.